Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc à son tour, le ministère de l'Intérieur en plein cœur de Moscou ravagé par un incendie. Oui, c'est un haut lieu du pouvoir russe. On est là, regardez, au 38 de l'avenue Petrovka, dans ce quartier des administrations, l'un des plus surveillés du pays, effectivement à 2 kilomètres à peine du Kremlin. Et regardez, le ministère des Affaires intérieures est effectivement dévoré par les flammes. On voit la fumée qui s'échappe du toit, évacuation générale du personnel, alerte générale chez les pompiers qui ont dépêché une dizaine de camions. Le feu est parti du 3e étage, officiellement de matériaux de construction qui s'y trouvaient entreposés, officiellement encore, et comme à chaque fois, c'est un accident. Et ce qui est surprenant, c'est que la nouvelle a été très peu relayée en Russie. Article de presse laconique, peu de réactions sur les réseaux sociaux. Et pourtant, lorsqu'on y regarde de plus près, on s'aperçoit que c'est la 2e fois en 2 mois qu'un ministère majeur est touché par un incendie. La première fois, c'était le ministère des Affaires étrangères. Là encore, tout près du Kremlin, on le voit à 2 kilomètres à peine. Le feu avait pris en pleine nuit dans ce bâtiment typiquement soviétique, ce gratte-ciel stalinien comme on dit. Le quartier était plongé dans la fumée. Là encore, il y avait une version officielle, c'était une armoire électrique qui avait pris feu. Donc 2 incendies en 2 mois seulement dans des ministères, et pas n'importe quel ministère. Et plus globalement, on peut dire clairement, si on entre un peu dans le détail, que, entre guillemets, l'épidémie d'incendie s'accélère en Russie et dans la région de Moscou. Oui, parce que regardez, 48 heures plus tôt, cette fois c'est une usine de charbon et de gaz qui a flambé. On voit cet énorme panache de fumée noire. 200 mètres carrés d'entrepôt en flammes. Ce qui retient l'attention, encore une fois, c'est qu'on est sinon dans la capitale russe, au moins dans ses environs immédiats. On est à Vidnoye, c'est à une dizaine de kilomètres au sud. Sur tous les réseaux sociaux, les habitants évoquent une énorme explosion avant que l'incendie ne se déclare. Et sur ces mêmes réseaux, certains riverains spéculent même sur un sabotage des forces spéciales ukrainiennes. Évidemment, aucun commentaire là-dessus des autorités qui, cette fois, n'ont donné aucune explication sur l'incendie. Mais la liste s'allonge encore. Il y a 4 jours, c'est un hangar industriel qui flambe. 200 mètres carrés d'entrepôt en feu. Le toit du bâtiment finit par s'effondrer. Et là encore, on est dans la banlieue nord de Moscou. Il n'y aura ni commentaire, ni explication sur l'origine de l'incendie. Et si on élargit un peu la focale, il est impossible effectivement d'être exhaustif sur le nombre d'incendies majeurs. Énorme feu, regardez, il y a 2 jours à Briansk, dans une zone commerciale. Là, c'est 1000 mètres carrés qui sont détruits. Le jour précédent, c'est une usine de production qui brûle. On est à Vologda, à 400 km au nord de Moscou. Et 3 jours encore, vous allez voir, c'est un entrepôt de textiles qui part en fumée à Saint-Pétersbourg. Cette fois, il y a 1 mort et 2 blessés. Et toujours aucune explication. Finalement, les autorités ne donnent quasiment jamais d'explication. Presque jamais, effectivement. Nous avons épluché les entrefilets de la presse russe. À chaque fois, les seules informations reprises sont celles des autorités. Elles sont laconiques. Selon le réseau d'analystes militaires indépendants, Molfar, le nombre d'incendies et d'explosions en Russie a doublé en quelques mois. 1 incendie sur 10 est enregistré dans la région de Moscou. Ça fait forcément écho avec ces images de Vladimir Poutine qui demandait, il y a quelques jours à peine, au FSB de renforcer la surveillance aux frontières de la Russie, mais pas seulement. Voilà. Bien sûr, il y avait l'opération de Briansk, dont on ne connaît pas le fin mot aujourd'hui, mais enfin, c'est vrai que ces consignes de sérieux, de vigilance particulière données aux services de sécurité, c'est difficile de ne pas faire le lien. Merci Justine. Bon, évidemment, on peut dire la Russie occupé à la guerre, il y a moins de veilleurs de nuit, il y a peut-être moins de surveillants. Enfin, bon, est-ce que ça fait pas un peu beaucoup pour des accidents, pour des coïncidences? Qui veut réagir? Alors attention. D'abord, ce que l'on voit et le plus souvent ce que l'on regarde. Si les gens trouvent que c'est intéressant de pister chaque incendie et de le monter en épingle, ils vont trouver beaucoup d'incendies. 2 fois plus d'incendies, dit ce réseau d'observateurs. Non, mais je ne sais pas ce que vaut le réseau d'observateurs ou pas. Mais tout simplement, si vous cherchez des incendies, vous allez en trouver. Sur la région parisienne, il y a eu pas mal d'incendies d'entrepôts au cours des dernières années. Dans les ministères aussi? Mais attends. Je suis pas en train de désosser tout ce qui vient d'être dit. Au contraire,
Mais tout simplement, une bonne partie de ce que l'on voit se passe aussi chez nous, hein, les entrepôts textiles ou les trucs comme ça. Alors justement, je pense Notre-Dame de Paris, dans les jours précédents Notre-Dame de Paris, d'autres églises avaient été pas visées, parce qu'il n'y avait pas de groupe organisé, mais il y avait eu des tentatives d'incendie volontaires, notamment à Saint-Sulpice. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait un SDF qui avait voulu foutre le feu aux portes de Saint-Sulpice. Et il y en avait 2 ou 3 comme ça dans Paris qui avaient flambé en même temps. RT, la télévision russe, qui trouvait très intelligent de mettre en exergue la décadence et la mollesse de la société française face aux djihadistes, avait fait une émission spéciale 2 jours avant Notre-Dame, et il n'y a pas de lien, hein, j'ajoute tout de suite qu'il n'y a pas de lien, mais 2 jours avant, ils avaient fait une émission de 2 heures sur la façon dont les églises flambaient en France, à peu près sur le modèle de ce que l'on vient de voir, parce qu'en cherchant, on trouve des incendies d'églises. Et comme il y avait une menace djihadiste à l'époque, ça faisait un beau sujet pour RT, ce qui explique d'ailleurs probablement en partie pourquoi ils ont pris un profil très bas lorsqu'il y a eu l'incendie de Notre-Dame. Donc nous serions habités par la même facilité éditoriale de voir dans ces incendies une extension de la guerre par d'autres moyens. Non, je ne dis pas forcément éditorial. Je pense qu'il est dans l'intérêt des Ukrainiens, bien entendu, de faire valoir ce genre de choses. D'autant plus qu'il y a des incendies volontaires avec des objectifs stratégiques qui me paraissent a priori beaucoup plus intéressants que quelques-uns des dépôts qu'on a vu flamber sur le sujet. Il y avait eu l'incendie de l'Institut aéronautique de Moscou, le Tsagi, au début de la guerre. Ça, c'était un très bel incendie dans un endroit vraiment intéressant pour un pays dont l'armée de l'air avait quand même beaucoup de mal à gérer la situation en Ukraine. Il y avait eu et juste je termine. Il y avait aussi eu des incendies assez nombreux dans les centres mobilisateurs pour les conscrits, les Vayenkomat, comme on dit là-bas, les commissariats de guerre. Oui. Alors ça, effectivement, là, on n'était pas dans la dérive éditoriale. Ce serait une action les incendies en tout cas. Hein. Plutôt psychologique. Ce serait une action psychologique qui serait visée par le conditionnel, évidemment. Chloé, votre regard. En réalité, on n'en sait rien du tout, puisque, comme le dit votre reportage, il n'y a pas plus d'informations que ça, ni de la partie russe, ni d'autres parties. On peut supputer que c'est effectivement des actes de résistance ukrainienne ou même russes pro-ukrainiens sur leur propre territoire. En tout cas, si ça avait été, organisé par le pouvoir russe, il y aurait eu une communication qui en découlerait, parce qu'on se souvient... Organisé par le pouvoir russe. Oui, parce qu'on se souvient que Poutine, par exemple, en 99, à la fin des années 90, pendant la guerre entre Tchétchénie, avait été accusé, ça maintenant c'est quand même relayé par à peu près tous les médias sérieux du monde entier, avait organisé des attentats... pour les faire endosser par les Tchétchènes et justifier sa guerre. Et pour justifier... Mais là, il aurait laissé traîner un drapeau ukrainien quelque part au pied du ministère de l'Intérieur. Et là, il n'a pas du tout repris ni rien, il n'y a pas de communication. Donc, a priori, ce ne serait pas du fait du pouvoir russe. Et donc, on peut en déduire effectivement que ce sont des actes de résistance isolés. Mais... Question simple, Pierre. Déclencher des incendies, est-ce que dans les petits manuels de l'action clandestine, quand on n'est pas des militaires, des agents, des espions professionnels, ça fait partie des choses qu'on peut réaliser? Alors, honnêtement, en fait, si vous voulez, j'en sais rien parce que je ne connais pas la configuration des deux ministères, mais a priori, ce sont des bâtiments assez étendus. Et donc, alors les spécialistes de ce type d'opération savent où se trouvent les endroits névralgiques qui ont la capacité à répandre, c'est-à-dire un transformateur électrique, si vous avez une partie archive papier à tel endroit, voilà. Donc, il s'agit de connaître les vulnérabilités du bâtiment pour pouvoir l'incendier. Après, est-ce que ce sont des résistants de l'intérieur? Ça peut être un ministère, vous avez énormément d'employés. Il suffit dedans que vous ayez une personne qui soit contre la guerre ou qui soit un agent infiltré dans les services.
Et là, c'est pas très compliqué de passer le soir dans un service, de mettre un bidon d'essence à tel endroit, etc. Alors, moi, je suis comme nous tous, comme Chloé, etc. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. 2 hypothèses, effectivement, soit une résistance intérieure. 2 ministères régaliens, ça fait quand même beaucoup comme séquence. Bon, ça peut être après des agents secrets des services ukrainiens infiltrés et qui peuvent être, encore une fois, c'est des hypothèses, qui peuvent être derrière, soit directement, soit indirectement, c'est-à-dire que soit ils sont allés, ils sont parvenus à avoir des points de contact dans ces ministères de personnes qui étaient connues pour être résistantes ou qui avaient déjà donné de l'information, qui peuvent être des honorables correspondants des services ukrainiens, et donc ils peuvent agir à travers eux. Soit une autre hypothèse, encore une fois, je les mets tout à plat parce que j'ai pas d'informations. Une autre hypothèse, ça peut être les brins rouges, donc les bolcho-nazis russes, ultranationalistes, qui, quand même, je trouve, ces derniers temps, montent un peu en pression dans les critiques vis-à-vis du pouvoir. Et donc, ils pourraient, encore une fois, sont des spéculations pures. Mais pour montrer que le pouvoir poutinien est faible, le fait d'aller foutre le feu dans des ministères régaliens, ça peut jouer sur cette partie-là. Mais, encore une fois, voilà, je pose ça en termes de gamberge pour montrer que là aussi, un peu comme le précédent sujet, on est sur des histoires à plusieurs bandes, avec plusieurs acteurs possibles, et puis il reste l'hypothèse de la séquence malheureuse, mais que je trouve quand même un peu dense. Voilà, une grande série de coïncidences. Vincent, un mot ? Oui, rapidement. Taux incompressible lié à l'incurie, à l'amateurisme et parfois aux négligences des systèmes de sécurité, dont témoignent pas mal de chefs d'entreprise ou d'acteurs économiques ouest européens qui ont eu l'expérience de travailler en Russie. Cela posé, le sabotage est une des modalités de la guerre longue. Et simplement, il n'est pas tout à fait fortuit de remarquer que hier, à Kiev, vous avez eu les funérailles solennelles de 4 infiltrés ukrainiens tués par le FSB en territoire russe lors d'une opération avortée dans la région de Bryansk. Et tout ceci a été admis et certifié par les autorités de Kiev. Par ailleurs, autrement dit, ça nous dit qu'il y a bien une politique entretenue, conçue de la part des services ukrainiens pour aller porter la guerre, la résistance, l'action infiltrée, etc. Autre remarque, Loukachenko lui-même, donc le président, le despote biélorusse, a annoncé l'arrestation d'une vingtaine de suspects dans l'affaire, vous vous souvenez, de cet avion touché en territoire biélorusse, qu'un aéroport militaire proche de Minsk. Il a dit que c'était un russo-ukrainien, vrai ou faux, mais ça prouve bien que c'est l'action de sabotage. Et puis, dernier élément, là, il s'agit, en l'occurrence, du ministère de l'Intérieur. Métaphoriquement, j'ai envie de dire que la bonne nouvelle, ce serait que le Kremlin se consume de l'intérieur. Un dernier mot, oui, François, on avance. La Petrovka, c'est comme ça qu'on appelle cet ensemble de bâtiments où il y a la milice, la police, le ministère de l'Intérieur. Symboliquement, c'est effectivement quelque chose qui parle aux moscovites. Je pense aussi que les policiers, puisque c'est un petit peu comme la préfecture de police aussi chez nous à Paris, il y a le côté poulailler, si je puis permettre cette expression un peu triviale, qui va forcément avoir un effet sur le moral des policiers de Moscou. Alors là, je suis comme Pierre, je ne sais pas du tout si c'est volontaire ou pas. Le bâtiment est ancien, ça je confirme, et je ne pense pas qu'il ait été remodelé depuis très très longtemps, et l'électricité n'est probablement pas aux normes.